Bonjour à tous, on est ravis, comme l'a dit Simon, de vous avoir avec nous pour ce nouveau webinaire sur la nouvelle version de Brain. On est vraiment heureux de partager ce grand moment de l'histoire d'Assess First avec vous. Hier soir, si vous avez suivi, SpaceX a tenté de faire décoller le premier vol habité. Bon, ça s'est un peu foiré à cause de la météo. De notre côté, je vous rassure, la météo est plutôt bonne et on devrait réussir sans problème à vous proposer le nouveau questionnaire Brain dans quelques jours, et précisément du coup le mardi 9 juin. Donc c'est un grand changement, que ce soit de notre côté ou du vôtre au niveau de l'application pour ceux qui sont clients. Donc c'est important de pouvoir prendre ce temps tous ensemble pour que de notre côté, on vous explique les choix qu'on a fait, qu'on vous présente la nouvelle version de Brain, les impacts qu'il va y avoir dans les rapports, sur l'application, et plus généralement de refaire un point sur l'importance des capacités de raisonnement en milieu professionnel. Avant de commencer, je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Émeric, psychologue du travail et responsable de projet innovation chez Assess First. Et je suis accompagné de Simon, que je vais laisser se présenter comme un grand. Le second psychologue du travail à parler aujourd'hui et responsable sciences innovation d'Assess First. Du coup, on va y aller. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. Voilà, pour la petite mise en ambiance. Alors, de quoi on va parler? Aujourd'hui, je ne vais pas vous l'apprendre, mais les avancées technologiques elles complexifient grandement le travail et la plupart des jobs, la plupart des emplois vont nécessiter la résolution de problèmes plus complexes, des problèmes jamais rencontrés, des problèmes non routiniers et dynamiques, et qui vont nécessiter à la fois l'acquisition et l'application de nouvelles compétences. Et donc face à ces défis, c'est plus que jamais important de prendre en considération les capacités de raisonnement de vos candidats et de vos collaborateurs. Alors quand on parle de capacité de raisonnement, tout simplement, ça va être la capacité d'une personne, d'un individu, à résoudre des problèmes plus ou moins complexes. Sa capacité à comprendre la complexité de son environnement et d'y apporter une réponse la plus adéquate possible. En psychologie ou aussi dans la culture populaire, on distingue généralement entre plusieurs types d'intelligence ou compétences spécifiques, comme par exemple le raisonnement numérique, le raisonnement verbal, analogique, spatial ou par exemple auditif. Et on a un psychologue américain qui s'appelle Paul Guilford qui, lui, a été jusqu'à distinguer 150 types d'intelligence différentes. Donc ça fait assez conséquent. Mais ce qu'on sait à travers plusieurs centaines de recherches, c'est que toutes ces compétences, elles vont être extrêmement corrélées entre elles. Et aussi extrêmement corrélées à ce qu'on appelle le facteur G. Et donc au final, aujourd'hui, si vous arrivez à isoler une mesure qui est fiable de ce facteur G, ça sera largement suffisant pour pouvoir prédire la capacité d'une personne à réussir sur son job. Et venir mesurer d'autres compétences spécifiques annexes, au final, ça n'apportera pas un incrément qui sera très intéressant et significatif. Ce facteur G, comme je l'ai dit, ça va être la faculté générale d'une personne à réfléchir, à apprendre et à évoluer tout au long de sa vie. On va y retrouver deux grandes dimensions. La première, ça va être la puissance, donc vraiment la complexité que la personne va pouvoir gérer. Par exemple, soit des tâches simples déjà connues et expérimentées pour certaines personnes, des tâches intermédiaires pour d'autres, ou alors des tâches beaucoup plus complexes, voire stratégiques pour d'autres personnes. Et la deuxième dimension, c'est la vitesse de raisonnement pour savoir concrètement est-ce que la personne va réfléchir vite, est-ce qu'elle va se positionner et prendre une décision rapidement, ou au contraire, est-ce qu'elle va être beaucoup plus prudente dans sa prise de décision, quitte à être vraiment, vraiment très longue. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce facteur G, d'après une méta-analyse qui a été conduite en 2010 par 3 chercheurs, c'est que cet unique facteur G, aujourd'hui, il permet d'expliquer 25% de la réussite future d'un collaborateur. Donc, un quart de la performance est expliqué aujourd'hui par les capacités de raisonnement de la personne. Ce qui en fait tout simplement le prédicteur principal de la performance au travail. Par ailleurs, le facteur G est très fortement corrélé à la faculté d'apprentissage, avec une corrélation qui est autour de 0,70. Donc, ce qui veut dire simplement que plus une personne a de fortes capacités de raisonnement, plus elle engrangera des savoirs, que ce soit de son côté ou par le biais des formations que vous pouvez mettre en place dans vos entreprises.
Le facteur G est également extrêmement corrélé à la productivité, au nombre de promotions que la personne va recevoir tout au long de sa carrière, ou encore au salaire qu'elle va percevoir. Et pourtant, malgré tous ces résultats qui sont extrêmement positifs et qui nous invitent pleinement à considérer les capacités de raisonnement dans les process de recrutement, on se rend compte que notre culture et aussi les méthodes qui peuvent y être ancrées vont nous inviter à privilégier d'autres critères de recrutement. Par exemple, pour en citer deux les plus courants, l'expérience et plus récemment avec un fort engouement autour de ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Du coup, ce que je vous propose de faire, c'est un peu de regarder, si on compare les deux, comment va se comporter le facteur G face à ces deux autres critères de recrutement. Si on prend en premier l'expérience d'un candidat, la logique voudrait naturellement que quelqu'un qui a passé 20 ans à faire le même job au cours de sa vie soit plus performant que quelqu'un qui débute. Et donc au final, c'est pour ça que l'expérience aujourd'hui, dans la plupart des process, a une place qui est privilégiée et qu'on la juge naturellement par le CV, par les entreprises qu'une personne a fréquentées, par son parcours scolaire, etc. Pourtant, ce que nous dit John Hunter, donc un psychologue américain, déjà il y a plus de 25 ans, ce qu'il nous dit et ce qu'il démontre, c'est que le facteur G est 3 fois plus prédictif que l'expérience. Et certains chercheurs vont même plus loin très récemment avec une méta-analyse qui a été réalisée l'année dernière, en 2019, qui démontre à travers plusieurs études que finalement l'expérience n'a aucune corrélation avec la réussite en poste. Et au final, aujourd'hui, si vous recrutez en vous basant sur l'expérience, autant le faire en y allant au hasard parce que vous aurez exactement le même résultat et ça sera beaucoup plus rapide, vous perdrez moins de temps. La deuxième dimension, donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'intelligence émotionnelle, c'est un peu plus complexe de les comparer parce que ces deux concepts, au final, même s'ils portent le nom d'intelligence, qui vont être assez différents. Sur les capacités de raisonnement, on va être sur des process cognitifs, alors que sur l'intelligence émotionnelle, donc pour la définir rapidement, ça va être la capacité à gérer, réguler et comprendre ses émotions ou celles des autres. On va plus être sur des dimensions de personnalité, voire de motivation. Et alors que certains auteurs, certains chercheurs invitent à développer l'intelligence émotionnelle chez tous les managers, tous les collaborateurs et au final dans toute l'entreprise, on se rend compte que l'intelligence émotionnelle, elle va être intéressante sur certains jobs et elle va être carrément contre-productive sur d'autres. Si on prend deux exemples tout simples, donc par exemple un infirmier ou une infirmière et un comptable, ce qu'on se rend compte, c'est que si l'infirmière a une intelligence émotionnelle qui est hyper développée, forcément, sa performance finale, elle a de fortes chances d'être meilleure parce que c'est quelque chose qui est attendu sur le poste par rapport à la prise en charge des patients. Alors que le comptable, qui est un métier où on a moins d'interaction sociale, moins besoin d'aller vers l'autre et de gérer les émotions des autres, on s'est rendu compte à travers plusieurs recherches que sur ce type de métier, avoir une intelligence émotionnelle hyper développée, c'était contre-productif et que les comptables qui avaient une forte intelligence émotionnelle, en général, performaient moins que les autres. Et donc, au final, tous ces résultats, sans délaisser, par exemple, l'intelligence émotionnelle, ça invite à redonner aux capacités de raisonnement, à l'intelligence des candidats et des collaborateurs, une place privilégiée et qui leur est due dans les process de recrutement. Pour autant, est-ce que ça veut dire demain, pour rester pertinent, ça sera réfléchir ou mourir? Est-ce que les gens qui ont des fortes capacités de raisonnement, ceux qui réfléchissent beaucoup et qui arrivent à résoudre des problèmes complexes, est-ce que ceux-là vont pouvoir, entre guillemets, survivre? Et les autres ne pourront pas forcément s'adapter au monde de demain, auront plus de difficultés à évoluer et à trouver des jobs. Là-dessus, je vous rassure tout de suite, la réponse, c'est clairement non. Et ce n'est pas parce que vous allez recruter des collaborateurs plus intelligents que les autres qui vont forcément être épanouis et performer. Ce qui va être intéressant, c'est vraiment d'aller valider l'adéquation, donc l'adéquation entre les capacités de raisonnement de votre candidat ou de votre collaborateur par rapport au poste sur lequel vous souhaitez le positionner. Imaginez que vous évaluez les capacités de raisonnement d'une personne sur une échelle allant de 1 à 10, donc 10 étant le maximum et les gens qui ont de fortes capacités de raisonnement. Si vous attendez pour un job donné un score de 9, si vous avez un collaborateur qui score un 10,
forcément, il ou elle aura une grande chance de réussite parce que ses capacités de raisonnement sont en parfaite adéquation avec votre attente. À l'inverse, si vous avez un candidat qui score un 3 sur le même test, ça sera plus compliqué pour cette personne de s'adapter parce qu'en termes de problèmes et de tâches qu'il peut gérer, ça sera plus compliqué de pouvoir matcher l'attente. Et le raisonnement inverse est totalement le même. Si pour un job donné qui ne nécessite pas forcément d'aller réfléchir, de gérer des concepts abstraits, etc., si vous attendez par exemple un 4, la personne qui a scoré le 10, elle aura beaucoup moins de chances de réussir parce que finalement, le job ne sera pas adapté à son profil et elle a beaucoup plus de chances de s'ennuyer. Alors que la personne qui score un 3, et au final, elle sera pleinement épanouie parce que ses capacités lui permettront de répondre précisément au niveau des tâches qu'il ou elle va rencontrer. Et au final, aujourd'hui, si vous échouez à faire matcher les capacités de raisonnement de vos candidats au poste sur lequel vous voulez les mettre, ou pareil au niveau des collaborateurs, c'est à ce moment-là que les gens vont vous dire gentiment d'aller voir ailleurs et vont démissionner. Il y a plusieurs études qui montrent justement que quand on échoue à faire matcher les capacités de raisonnement d'un collaborateur à un poste donné, on a une forte augmentation du turnover. Et donc la question derrière qui se dessine, c'est comment aller valider cette adéquation et comment évaluer le raisonnement de vos collaborateurs et de vos candidats. Et en général, c'est un peu la question qui fâche au niveau RH, même au niveau des candidats. Et quand on leur en parle, en général, il y en a peu qui veulent en entendre parler. Et ça, c'est totalement justifié aujourd'hui pour 5 grandes raisons majeures. La première, c'est que la plupart des tests de raisonnement aujourd'hui sont exclusivement pensés pour PC, voire pour les plus old school, vraiment sous papier-crayon. Et à l'heure où 50% des candidats veulent pouvoir postuler et passer leur questionnaire ou leur test via mobile, c'est complètement inadapté. La deuxième raison, c'est que tous ces questionnaires de raisonnement, en général, sont génériques. Et si vous cherchez bien sur le net, vous pouvez trouver les réponses en ligne pour 90% d'entre eux, donc ce qui facilite forcément les comportements de triche, ou alors les gens qui passent plusieurs fois le questionnaire pour booster leurs résultats. Troisième point qui pose problème dans l'application de ces tests de raisonnement, c'est que au final, ils ne sont pas adaptés au niveau des candidats et il y en a beaucoup qui disent oui, c'est intéressant, mais je me suis senti frustré tout du long parce que je n'ai pas pu répondre à 50% du test parce que je ne comprenais pas les questions, etc. C'était trop complexe. Donc, ils sont frustrés, ce n'est pas une expérience qui est valorisante. Et si vous mettez les candidats en situation d'échec dans un process de recrutement où on cherche justement à les valoriser et exprimer leur potentiel, ce n'est pas forcément l'idée du siècle. Quatrième raison, c'est que c'est des tests qui sont assez longs, voire très longs, en moyenne 30 minutes, voire jusqu'à 1h30 pour certains les plus développés. Et donc, pareil, dans un process de recrutement, ce n'est pas envisageable de proposer des questionnaires aussi longs alors que les recruteurs et les RH ambitionnent justement d'avoir plus de flexibilité et plus de rapidité sur les process de recrutement. Et le cinquième point, c'est que c'est tout simple, on ne va pas se le cacher, c'est ce que j'explique un peu depuis tout à l'heure, c'est que les tests de raisonnement à l'heure actuelle, ce n'est pas ce qu'il y a de plus dingue, c'est un peu vieux, c'est un peu poussiéreux, et ça ne fait pas forcément rêver. Mais la bonne nouvelle par rapport à tout ça, c'est que depuis quelques années, se développe ce qu'on appelle la gamification, ou les théories de l'évaluation basées sur le jeu. Donc la gamification, de manière assez simplifiée, c'est quoi? C'est l'application et l'intégration de concepts liés au jeu à des situations qui ne sont pas forcément ludiques, donc, par exemple comme les tests de raisonnement. Donc vraiment, venir appliquer des principes de jeu au questionnaire de raisonnement pour booster l'expérience candidat. Et il y a d'ailleurs une étude qui a été faite par des chercheurs de l'Université de Madrid et qui a montré qu'on pouvait avoir une mesure ultra précise et ultra fiable du facteur G avec un simple jeu vidéo commercial. Donc là, je vous vois arriver, vous allez me dire oui, mais c'est bien, mais un jeu vidéo, c'est complètement différent et c'est complètement différent de ce qu'un candidat ou un collaborateur va vivre sur son poste réel. Ça va être vraiment différent de sa réalité future. Donc là, on est totalement d'accord, mais ce qui est intéressant, c'est que les
processus cognitifs qui vont être mis en jeu pour résoudre les problèmes dans le jeu vidéo sont exactement les mêmes que ceux qui sont mis en jeu pour résoudre des problèmes sur un poste quelconque, en fait. Et donc, le but, ça ne va pas être de proposer un réel jeu vidéo à vos candidats ou de passer les entretiens autour d'une play, même si ça pourrait être intéressant de voir les résultats. Mais ça va être de leur proposer une expérience cognitive, une expérience de test et d'évaluation qui va emprunter des leviers similaires à ceux qui sont utilisés lors des jeux, comme par exemple, pour en citer quelques-uns, la possibilité de construire sa réponse plutôt qu'un simple QCM, avoir des feedbacks sur son comportement, sur sa performance, avoir aussi des exercices qui sont adaptés à son propre niveau, ou aussi être immergé au sein d'un scénario, du début du questionnaire à la fin du questionnaire. Et au final, les études nous montrent que procéder de la sorte, ça permet plusieurs choses. Ça permet de réduire le temps de passation. Donc là, je vais passer rapidement sur les avantages parce qu'on va en discuter après. Donc, réduction du temps de passation, réduction de l'anxiété chez le candidat, augmentation de l'engagement aussi, que ce soit l'engagement dans le process de recrutement et aussi dans le test. Plus de points de données aussi, parce que forcément, dans les jeux, on peut mesurer plus de comportements et d'attitude au niveau de la passation du candidat. Et si on additionne tout ça, au final, on se rend compte que qu'est-ce que ça nous donne? Si on mélange tout ça, ça nous donne des données plus propres, des mesures qui sont moins biaisées parce que moins d'anxiété, et donc un résultat au final qui est plus fiable. Et chez Assessforce, ça fait quelques mois qu'on bosse sur le sujet et qu'on essaye au mieux de concilier gamification, expérience utilisateur et validité psychométrique. Et pour vous présenter tout ça, je vais passer la main à Simon. Merci, c'est parfait. On a déjà une super question et remarque de la part de Rodolphe qui a été partagée à tous les participants, donc ça va vous permettre d'en prendre connaissance aussi. Et on y répondra à la fin des parties du coup, de la présentation. Mais c'est vrai que ça fait partie des infos importantes à évoquer. Donc cette nouvelle version, elle ressemble à quoi? Tout simplement, voilà ce que l'on peut voir affiché sur son téléphone ou son ordinateur quand on commence le nouveau Brain. J'ai mis par défaut un téléphone parce que ça a été pensé pour ça. Et l'idée, c'est de compléter la figure en gris avec des éléments que l'on trouve en vert. Donc là, tout simplement, de faire glisser un élément vert sur le point d'interrogation pour compléter la figure présentée. En l'occurrence, ce premier exemple est assez simple. Voilà un autre type d'item qui peut être proposé. Et là, j'ai fait exprès de mettre des A, B et C pour finalement vous solliciter dessus. Comment est-ce que vous auriez tendance à construire votre réponse si vous étiez confronté à cet item, par exemple? Vous pouvez utiliser la partie conversée pour proposer vos réponses. Alors, on a une réponse A plus B. A plus B direct. On a A plus B de Kevin, on a Delphine qui dit B, Charlotte, Kamel, Manon, il y a beaucoup de B. Il y a Céline, Nadège qui rejoignent à Kevin pour dire A plus B. Ok, B et A. Bon, voilà l'idée, vous l'avez compris. Il faut retrouver l'élément qui va compléter de manière logique la suite. Donc, on peut choisir un élément B de base, mais c'est vrai qu'il y en a qui se sont rendus compte en se projetant que l'élément B, il n'est pas exactement comme l'effet désiré et qu'il faudrait superposer un deuxième élément pour obtenir véritablement la figure souhaitée. Et donc là, j'en profite du coup pour vous présenter, ce sont les consignes, et vous présenter comment elles ont été pensées, parce que lorsqu'on a lancé la première session pour recueillir des données, on s'est rendu compte qu'on avait développé une consigne hyper élaborée, hyper exhaustive, mais qu'après, quand les gens étaient sur cet item-là, eh bien finalement, ils avaient tendance à répondre à côté de la plaque, alors qu'on leur avait bien expliqué ce à quoi ils allaient être confrontés et du coup, comment réagir à ce type de problématique. On a constaté finalement qu'en 2020, les gens ne lisent plus les consignes et ça ne sert à rien de les guider parce qu'ils ne vont pas les exploiter. Et c'est dommage parce que des personnes peut-être plus consciencieuses vont le faire et vont bénéficier de ces conseils-là et pas d'autres. Donc, ce que l'on a mis en place, c'est une consigne intelligente et adaptée à chacun.
Ceux qui vont directement répondre A plus B, eh bien, ils ne verront jamais ce message. Ceux, par contre, qui vont mettre B en se disant voilà, c'est pas mal, c'est un cercle barré, ça devrait aller, eh bien, on va leur dire non, si vous regardez bien, il faudrait superposer un deuxième élément pour avoir la réponse recherchée. Et si vous superposez effectivement l'élément A, vous avez une figure qui colle beaucoup plus à l'effet souhaité. Donc, on va procéder comme ça. Un premier indice, si la personne se dit « Ah oui, en effet, à partir de cet indice, je comprends ce qu'il faut faire », eh bien, on la laisse continuer. Si jamais on se rend compte que la personne est bloquée face à cet indice, on va lui en proposer un second beaucoup plus explicite en lui disant que c'est le cercle qu'il faut ajouter pour avoir un effet épais, comme les deux autres éléments de la figure en gris. Donc voilà, une consigne intelligente qui a permis du coup dans nos dernières simulations d'avoir de bien meilleurs résultats, de bien meilleure compréhension de la part des personnes qui passaient le test, des règles finalement qui sont à comprendre. On a aussi intégré beaucoup d'éléments encourageants parce que c'est ce qui remontait beaucoup dans les précédentes passations de Brain, c'était le sentiment un peu d'être dans le flou, dans l'incertitude. Je complète des réponses, mais j'ai aucune idée finalement de si je suis sur la bonne piste. Alors, des moments comme ça d'encouragement entre quelques questions, eh bien, ça a tendance à conforter et finalement à faire un peu tomber la pression. Je vous en propose un dernier pour vous montrer les différences qui peuvent exister. Donc là, on a plus d'éléments proposés à compléter. On en a deux, on a 2 points d'interrogation. Donc, qu'est-ce que vous metteriez pour le premier qui est entre le 3 et le 4 sur la figure en gris du milieu? Par quoi est-ce que vous iriez la compléter? On a un 7. Laetitia a répondu très rapidement 7, comme Michael, Nadège. Bon, je pense que tout le monde est d'accord à peu près avec ça. On a un 2 quand même. Mais en effet, c'est le 7. Et donc, pour l'élément en haut à gauche qui reste? Pour en haut, on a un C plus E de Joaquina. Bien vu, Joaquina. Donc, deux éléments en plus dans ce nouvel exemple. C'est que en fait, on a pu, avec ce support-là, qu'on a choisi, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi ce support-là, mais on a pu intégrer un tas de stratégies différentes. C'est-à-dire que précédemment, c'était juste compléter une figure pour qu'elle soit, on va dire, logique. Ici, on fait jouer un peu sur du numérique, une structure mathématique cohérente. Parfois, on va jouer avec des rotations, des effets miroirs. En fait, il y a un tas de stratégies potentielles qu'on peut exploiter et donc une diversité de façons de penser. Et si jamais quelqu'un est bloqué par une stratégie, eh bien, à l'item suivant, il en aura une différente et il ne sera pas bloqué sur l'ensemble du test qui utilise la même stratégie de réponse. Donc, ça, c'est un premier point intéressant. Et le deuxième, vous avez, je ne sais pas si certaines d'entre vous ont remarqué en bas, mais il y a une petite barre qui a évolué. Ici, elle est orange. Avant, elle était jaune, avant, elle était verte. Et en fait, chaque item demande un temps limité pour être complété. Mais là, encore une fois, le temps, il n'est pas là pour stresser, beaucoup moins que dans la version actuelle de Brain. Il est là plutôt pour qu'une personne qui n'arriverait vraiment pas à se débrouiller avec cet item, eh bien, elle ne passe pas 5-10 minutes dessus, elle puisse passer à autre chose. Parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à valider une réponse sans avoir une question sans avoir trouvé la réponse. Donc, l'objectif de ce timer, c'est juste de se dire au bout d'un moment, arrête, c'est pas grave, passe à autre chose et ça marchera sûrement mieux avec le suivant. Derrière ça, il y a quel modèle de scoring? Là, c'était vraiment aussi innovant et poussé. On a utilisé le meilleur à la fois de la technologie et du scoring que l'on connaît en psychométrie. L'année dernière, dans le Journal of Intelligence, on avait réalisé une publication avec notre comité scientifique sur la façon d'utiliser les différentes réponses apportées à un test de raisonnement. En fait, classiquement, dans un test de raisonnement, vous allez avoir 2 réponses, les bonnes et les mauvaises. Et c'est tout, en fait. Donc, en gros, vous avez 1 ou 0. Dans cette publication, on avait mis en avant l'incrément de ne pas catégoriser pareil les différentes mauvaises réponses. Parce qu'il y a des mauvaises réponses qui sont vraiment mauvaises, et puis il y en a d'autres qui sont mauvaises, mais pas aussi mauvaises que ça. C'est-à-dire qu'on a quand même des premiers éléments de réflexion qui sont pertinents. Donc là, typiquement, dans le premier exemple, il y a certaines personnes qui avaient partiellement répondu à l'item, eh bien, elles ne partiraient pas avec une réponse fausse,
elle partirait avec la moitié des points, par exemple, ou peut-être même un peu au-dessus. Et donc, on a pu créer un système de scoring qui utilise vraiment tout le potentiel de la construction des réponses apportées par les candidats et les répondants en général pour avoir une qualité de scoring maximale. Donc, c'est aussi une publication qui est à venir. On travaille dessus actuellement avec les chercheurs de notre comité scientifique parce qu'on a pu encore pousser les choses plus loin et non seulement utiliser le type de réponse à apporter par les participants, mais aussi leur stratégie de réponse, c'est-à-dire par quoi est-ce qu'ils avaient commencé et comment est-ce qu'ils ont construit leur réponse. Donc, très concrètement, ça, c'est différentes courbes d'information sur les items qui sont présentés. Classiquement, on a une seule courbe d'information ou deux, une pour les bonnes réponses, une pour les mauvaises réponses. Et que là, vous voyez qu'il y a un ensemble de courbes parce qu'il y a une multitude de réponses possibles qui vont être qualifiées différemment dans notre système de scoring. Je vois qu'il y a eu des questions qui se sont posées. Je n'hésiterai pas à revenir dessus à la fin du webinaire. Quel impact sur les résultats, enfin? Je vous ai parlé de finalement l'expérience de passation. On va revenir dessus avec pourquoi est-ce qu'on a fait ces choix-là. Quel modèle de scoring derrière? Et enfin, quel impact sur les résultats? Je vais vous présenter quelques visuels. Aujourd'hui, c'est comme ça que l'on présente un prédire la réussite. C'est-à-dire qu'on va retrouver le score général de 3,9 ici à Brain et puis le détail sur les 4 subtests avec des scores qui vont de 1 à 5. Donc, par exemple, à 4, tout en bas, à gérer les imprévus. L'avantage de cette approche, c'est qu'avec les différents subtests, on a pu balancer certaines personnes qui étaient peut-être un peu plus à l'aise avec la partie numérique, pouvaient se rattraper de la partie verbale, par exemple. Mais il y avait aussi un tas de limites. Par exemple, quand on est dans la zone verte, la zone recherchée dans ce modèle prédictif, on va avoir 100% d'adéquation, comme c'est le cas ici. Par contre, si on tombe dans la zone grise, donc potentiellement à un point près, on va être à 50% d'adéquation. Et puis si on est en rouge, on va être à 0. Donc, ça manquait de nuances. Et parfois, très vite, des gens pouvaient basculer dans des scores d'adéquation faibles ou moyens, alors que ça tenait à pas grand-chose, on va dire. Donc ça, on l'a repensé de cette manière. On a repensé deux choses. D'une part, le score général. Désormais, il va être sur une échelle de 1 à 10 pour une meilleure visibilité, comme Shape et Drive. Donc là, à la place du 3,8 qui était affiché pour Chloé dans mon visuel, on passe à un 8 sur 10 directement. Et ça, c'est beaucoup plus exploitable pour vous parce que vous avez une idée de ce que signifie un 8 sur 10 et particulièrement parce qu'il est précisé avec la courbe qui est présentée, la courbe de Gauss qui est présentée en dessous. C'est-à-dire là, on peut voir que Chloé, avec son 8 sur 10, eh bien, notamment, elle est dans la zone recherchée puisqu'elle est dans la zone verte là, avec les étoiles. Donc, elle est vraiment dans la zone attendue pour le job visé. Mais en plus de ça, vous pouvez voir qu'elle fait partie des 9% de la population qui partagent ce score. Et si vous regardez, il n'y a que les personnes qui ont au-dessus elles, qui sont à 4% et 2% de la population. Donc, avec cette présentation des résultats, vous pouvez voir que Chloé, elle fait partie des 15% de la population qui a le meilleur score. Et elle tombe dans vos attentes. Quand vous avez quelqu'un qui a un score moyen, vous pouvez voir qu'il fait partie des 20% de la population qui se retrouve sur ce score-là. Donc, c'est un double repère qui est vraiment pertinent pour évaluer le niveau d'un candidat, à la fois par rapport à vos attentes, mais aussi par rapport au reste de la population. Donc, voilà une clarification dans ces scores. Ce qui fait que quand vous allez définir vos attentes dans les modèles prédictifs, avant, on vous demandait de les définir sur chaque subtest avec différents niveaux, basique, intermédiaire, avancé, expert. Et ça soulevait deux questions. D'une part, on avait beaucoup de questions sur est-ce qu'il faut mettre avancé ou intermédiaire ou expert parce que ce n'est pas évident de savoir quelles conséquences ça va avoir sur la sélection des candidats. Et d'autre part, est-ce que je dois plus mettre du manipuler les chiffres ou utiliser ses connaissances parce que dans beaucoup de jobs aujourd'hui, finalement, on a besoin de compétences très complémentaires, très variables et pas uniquement l'un ou uniquement l'autre. Donc là, on l'a transformé de cette façon-là. Quand vous allez cliquer sur basique désormais en termes d'attente, vous allez tout de suite pouvoir projeter un niveau basique, ça va correspondre à quoi? Typiquement, ça va correspondre à une attente entre 5 et 10 en vert foncé, donc avec des scores d'adéquation qui vont être importants chez les candidats qui ont entre 5 et 10. Les personnes qui auront un score de 4
se retrouveront en vert clair, c'est-à-dire avec une adéquation entre 60 et 80% au modèle qui est tout à fait correct. Par contre, jaune, orange et rouge, ce seront les candidats que vous mettrez de côté. Et vous pourrez aussi prendre conscience que cette tranche de la population, finalement, c'est 2%, plus 4%, plus 9%. Donc, les 15% des candidats qui résonnent le moins bien, qui ont les scores le plus faibles, seront pénalisés par votre modèle. Et 85% des candidats qui ont les meilleurs scores seront valorisés par votre modèle. Donc, c'était dit de clarification et de transparence du niveau d'attente qui est permise à travers ce nouveau format. Intermédiaire, on va être sur un niveau de sélection 50-50, c'est-à-dire que là, on va vous permettre d'aller sélectionner les 50% des personnes qui ont le meilleur niveau de raisonnement et être à côté pour les 50% des personnes qui raisonnent le plus faiblement. Niveau avancé, du coup, va aller chercher les 30% des scores les plus forts. Et puis expert, là, on va aller taper les 15% des scores les plus forts. Et vraiment les 6% si on va avoir la crème de la crème. Donc, voilà pour l'évolution du paramétrage des modèles prédictifs en conséquence de cette nouvelle échelle de score plus visible. On reviendra dessus peut-être lors des questions parce que une des remarques les plus fréquentes que nous avons eues lors du développement du test, au-delà de tous les retours positifs sur ces évolutions, c'est la crainte de perdre sur ces différentes informations. Finalement, je n'ai plus des scores sur le numérique, le verbal, l'abstrait, j'ai un score général en l'occurrence. Ce qu'il faut vous dire, je pense, c'est deux choses. Émeric a présenté la valeur de ce score et finalement, c'est préférable de faire passer le candidat beaucoup moins de temps sur un exercice et d'avoir un score qui est d'autant plus pertinent derrière pour l'évaluer par rapport au reste de la population sur une capacité de raisonnement. Et puis d'autre part, sachez que là, c'est aussi une version qui arrive avec toutes ses qualités, mais qu'on a beaucoup de choses en tête pour la suite, et notamment de développer une capacité de compréhension des stratégies utilisées par les candidats et donc de développer par la suite plusieurs indicateurs de stratégie de raisonnement et d'apprentissage. Le reste des rapports n'est pas impacté, c'est-à-dire que vous retrouvez toujours les styles d'apprentissage, la façon de raisonner, les facteurs de risque. On a créé un maximum d'équivalence entre les deux versions. Je laisse la main à Émeric pour présenter l'intérêt et pourquoi est-ce qu'on s'est positionné de cette manière-là sur cette nouvelle version. Et puis, je reviens après avec la suite. Hop, nickel. Je vais partager mon écran. Hop. Alors, les avantages de cette nouvelle version, parce que c'est bien beau de proposer un nouveau produit, mais s'il n'y a pas d'intérêt, c'est peu pertinent. Donc, il y a, si on les résume, il y a 4 grandes familles d'avantages. La première, c'est tout ce qui va avoir trait, et on l'a pas beaucoup souligné pour l'instant, mais au modèle adaptatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que le nouveau Brain est construit sur des modèles adaptatifs, ce qui veut dire que déjà, plus personne n'aura la même passation, et surtout que le niveau du test en fait, va s'adapter au niveau réel de la personne et de ses performances. Et ça nous permet plusieurs avantages. Le premier, c'est la réduction assez drastique du temps de passation. Sur l'ancien Brain, on était à 38 items. Et là, pour avoir une mesure qui est aussi fiable, on peut l'isoler entre 8 à 12 items en moyenne, ce qui nous fait un temps de passation d'environ 10 minutes en moyenne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certains candidats qui l'ont passé sur la phase de test, qui ont été beaucoup plus rapides, et on a des passations autour de 5-6 minutes, par exemple. Donc vraiment une passation qui est beaucoup plus rapide. Deuxième avantage de ces modèles adaptatifs, c'est une réduction de l'anxiété parce que forcément, la personne a des items qui sont adaptés à son niveau, auxquels elle peut répondre. Donc, quel est un niveau un peu en dessous ou un peu au-dessus. Et donc, forcément, elle se sentira beaucoup moins en situation d'échec et l'expérience, elle sera améliorée. Et l'engagement également dans le process et dans le test sera largement boosté. Quatrième avantage de l'adaptatif, c'est, comme je l'ai dit, plus personne n'a la même passation parce que forcément, c'est adapté au niveau de la personne, ce qui nous permet de limiter les comportements de fraude, de triche, et donc d'avoir une mesure qui est plus sûre au final. Et le dernier avantage, comme je l'ai dit, c'est une mesure plus fiable et des résultats sur lesquels on peut facilement se baser et prendre des décisions.
La deuxième grande famille d'avantages, c'est tout ce qui va avoir rapport à l'équité, à l'accessibilité du test. Premier avantage, c'est que, comme l'a dit Simon, il a été pensé mobile first, donc ce qui veut dire que on peut très facilement passer sur mobile, mais aussi sur PC. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, quand on voit que plus de la moitié des candidats souhaitent aujourd'hui avoir une expérience full mobile dans les process de recrutement, c'était nécessaire. Donc là, il y aura vraiment juste à slider les petites pièces dans les drop zones pour avancer dans le questionnaire. Deuxième avantage, c'est que c'est assez cross-générationnel, et ça, c'est ce qui ressort de plusieurs études, c'est que ce type d'exercice cognitif, qui est entre le jeu et le test de raisonnement, au final, c'est assez apprécié, quel que soit l'âge de la personne, et les personnes de toute génération trouvent le questionnaire assez stimulant d'un point de vue intellectuel. Troisième avantage, c'est que c'est assez accessible à tout corps de métier. On avait beaucoup de remarques sur l'ancien Brain qui nous disaient oui, mais moi je recrute pour des métiers, n'importe quoi, par exemple des populations de caristes ou autres. Le test n'est pas forcément adapté. Là, quel que soit le métier, au final, on va facilement s'y retrouver. Donc, ce qui est un bénéfice non négligeable. Et quatrième point, c'est pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap. Je pense notamment à 3 types de handicap. Déjà, les personnes qui sont atteintes de dyslexie, comme le matériel est assez neutre et qu'il n'y a plus de besoin de lecture, même au niveau de la consigne, c'est aussi adapté. Donc, il n'y a plus de compréhension de texte, plus de lecture de longs paragraphes. Donc, pour ces personnes-ci qui pouvaient perdre du temps justement sur ces lectures-ci, c'est un avantage qui est considérable. Ensuite, pour les personnes qui sont atteintes de daltonisme aussi, on a fait le choix de partir sur un matériel qui, en termes de couleur, pareil, est neutre pour limiter les problèmes dans ce sens-ci. Et ensuite, toutes les personnes qui ont des problèmes pour rester concentrées trop longtemps ou rester dans une position, dans la même posture trop longtemps, le fait de réduire le temps de passation, c'est aussi un avantage parce que forcément, ça permettra de les mettre dans de meilleures conditions. Et troisième avantage, je vais laisser Simon en parler. Pardon, avec le micro, ce sera mieux. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix-là aussi tu peux lancer. C'est pour le côté interculturel. C'est vrai que l'ancienne version, du fait qu'il y ait beaucoup d'aspects numériques, verbaux, impliquait une adaptation culturelle forte. Notamment, on avait un texte où il y avait écrit Zorro signifie renard en espagnol. Sauf que quand on l'a adapté en espagnol, c'est comme disant en français, renard signifie renard en français. Ça n'a pas de sens. Donc, il a fallu revoir tout ça. Je vous donne un exemple pour Zorro qui veut dire renard en espagnol, parce que c'est toujours sympa de le savoir. Mais vous imaginez bien que ça, on l'a eu pour des tas de cas possibles. Et donc, ça impliquait beaucoup de travail d'adaptation. Et derrière, si on voulait mettre à jour la version, améliorer quelque chose, ça nous bloquait énormément. Alors qu'aujourd'hui, avec cette nouvelle version, tu peux passer, Émeric. On l'a proposé en différentes langues, donc français, anglais, russe. Il a été passé en Royaume-Uni, en Angleterre, en Afrique du Sud, en Russie du coup, au Luxembourg et en Suisse, dans différentes langues. Et on constate des résultats similaires, équivalents sur ce type de matériel, parce que finalement, à part la consigne ou avec quelques éléments explicatifs, mais ça fait appel à des mécanismes qui sont universels. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas mis de raisonnement verbal. C'était, comme l'a dit Émeric, pour éviter de pénaliser des personnes qui pouvaient être dyslexiques, mais aussi pour éviter des comparaisons difficiles entre les différents pays et avoir vraiment quelque chose d'universel. Voilà. Et les résultats étaient très, très concluants sur les premières passations parce que toutes les personnes sur lesquelles on a calibré le test, donc il y en a eu plus de 8000 au total depuis les premières passations, avaient le prérequis, c'était qu'elles avaient passé la version Brain actuelle. Du coup, on a pu vraiment comparer leur score avec les nouveaux items de la nouvelle version. Et c'est sans équivoque, vraiment, on a un test qui est solide interculturellement. Et puis enfin, dernier avantage de pourquoi est-ce qu'on a choisi ce format, c'est pour l'aspect tout simplement expérience utilisateur. Aujourd'hui, c'est un incontournable. On a quelque chose qui est beaucoup plus fun, qui est encourageant.
On a mis ça directement by design dans le test, très visuel dans la façon d'interagir avec ce support, et aussi challengeant, c'est-à-dire qu'avec l'adaptatif, on est sur le juste niveau pour challenger intellectuellement la personne. Si on sent qu'elle décroche, on la ramène à des items plus accessibles. Si on sent que très vite, elle capte vite, eh bien, on va monter la barre de la même manière rapidement. Et donc ça, en termes d'expérience utilisateur, ça n'a rien à voir. Et on va dire, c'est normal, on va dire aussi en 2020 quand même, d'avoir une expérience qui correspond à la personne et pas une expérience uniforme à laquelle on demande à la personne de s'adapter. Ça, c'est plus possible, ce n'est plus toléré. Donc, on constatait que cet aspect-là rebutait beaucoup dans les passations d'un test de raisonnement. On trouvait ça extrêmement navrant parce que quand on regarde la qualité de cette information, son impact sur la performance au travail derrière, c'est pas normal qu'elle soit si peu populaire. Et donc, on a fait en sorte d'avoir une expérience utilisateur qui permette de mettre à disposition cette information-là à n'importe qui. Et donc, ça, c'est un élément clé. Pour finir sur ce sujet, je dirais qu'on a quand même fait la différence entre le jeu et le test. Un test gamifié, ce n'est pas un jeu sur lequel on mesure des caractéristiques de personnalité ou de raisonnement. C'est un test de raisonnement que l'on développe avec cette idée de levier de jeu. Parce que l'objectif principal, il est quand même dans la fiabilité de l'information qu'on vous propose on regarde avec beaucoup de critiques ce qui peut sortir sur le marché, qui est très attractif, on va dire, sur l'expérience utilisateur, mais qui derrière est déplorable sur la qualité d'information. Et on ne voulait surtout pas tomber dans ce travers avec ce nouveau test. Donc voilà pour nos prises de position. Le test sortira le 9 juin, du coup. Cette nouvelle version sera mise à jour le 9 juin. Et on va pouvoir répondre à toutes les questions qui ont été soulevées durant notre présentation.